Bon, donc de Fernando Pessoa, écrivain et poète portugais, je tire ces quelques mots qui synthétisent le regard que je porte sur ma vie. De tout, il resta 3 choses. La certitude que tout était en train de commencer. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin. Faire de la chute un pas de danse. Faire de la peur un escalier. Du rêve un pont. De la recherche une rencontre. Alors je vais vous parler de la rencontre. Quelle rencontre? Qui? Ou quoi peut-être? Je vais vous parler de cette rencontre qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une sociologue, libre, indépendante, une surfeuse, une maman heureuse, ancrée sur le littoral à Longeville-sur-Mer. De cette rencontre est né le désir de créer ma vie et de m'affranchir des contraintes qui auraient dû peser sur le choix d'embrasser une carrière de sociologue. Cette rencontre, elle est triple. C'est la rencontre d'un lieu, d'un élément, et la rencontre avec soi-même. Cette rencontre, je l'ai faite il y a 10 ans, sans rien chercher vraiment, fameuse sérendipité peut-être. Je ne cherchais rien d'autre que de passer quelques jours apaisés, loin de la capitale, quelques jours de vacances. Et donc, il y a 10 ans, j'ai d'abord rencontré un territoire, la Vendée. Je suis ravie d'être ici. La Vendée, c'est un lieu riche de sa qualité de vie. J'ai découvert ce territoire, j'ai aussi découvert un sport, le surf, une tribu. J'ai découvert en fait la Vendée par son littoral, par ses vagues, par le surf. J'ai rencontré la petite Californie, comme on l'appelle, ici, Bud Bud, célèbre spot de surf à Longeville-sur-Mer. Eh bien, c'est chez moi, j'habite juste de l'autre côté de la dune que vous voyez. Et maintenant, c'est vraiment un peu une partie de moi désormais. Ici, loin des parcours des enseignants-chercheurs des universités françaises ou des consultants des bureaux de tendance parisiens, oui, c'est ici, dans ce coin très reculé, que j'ai choisi d'élire domicile et surtout siège social pour mon cabinet d'études sociologiques, Tendance sociale. Ma rencontre, c'était le surf, la Vendée, cette vie libre et indépendante, atypique effectivement pour un sociologue, mais dans laquelle je me sentais alignée, en phase avec moi-même. De cette rencontre est née mon ambition, créer ma vie, quitte à bousculer un peu justement les conventions établies, voire à froisser un peu papier et mamie. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire en Vendée? Tu ne trouveras jamais de travail dans ton secteur là-bas. Et ce n'étaient pas les seuls à s'en inquiéter, puisque j'ai une pensée pour mes amis tourangeaux ou parisiens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas t'enterrer, toi et ta boîte là-bas, tu ne trouveras rien ». Et pourtant, avec de l'optimisme, du panache et un soupçon de rébellion à l'égard des schémas classiques, il est facile de s'affranchir des contraintes. Et au contraire, ces contraintes vont devenir de formidables leviers de développement personnel et d'amélioration de soi. Se libérer des contraintes, sortir des sentiers battus, être créatrice de sa vie. J'avais trouvé mon créneau. Originaire de Saint-Laurent, non sur Sèvres, mais dans le Cher, petit village dans lequel je suis née, à l'ancienne, dans ma maison. J'ai ensuite passé mon adolescente à Abu Dhabi avant d'entamer mon cursus universitaire à Tours puis à Paris. Et donc c'est vraiment attaché à la ruralité et enivré par l'océan que j'ai trouvé ici un lieu d'attache. Et j'ai tout de suite su en arrivant ici que je voulais vivre ici. Je voulais, comme le dit l'écrivain et scientifique Joël de René, surfer la vie. Donc on était en 2008, j'avais 23 ans, je venais juste de créer ma petite structure indépendante, je démarrais ma thèse de doctorat parallèlement, et surtout je m'engageais avec passion dans la glisse. Pour moi, il était inconcevable de vivre à Paris et de faire les allers-retours les week-ends pour trouver un peu d'apaisement en Vendée. J'ai pris le problème à l'envers, j'ai choisi donc un lieu de vie, non pour le travail que j'aurais pu effectivement y trouver une fois que j'aurais eu mon diplôme en poche, mais pour mener cette vie paisible que je m'étais choisie.
Je voulais m'engager dans une vie plus slow, dans laquelle j'avais du temps à consacrer à mes recherches, à la lecture, à la réflexion, et ici, formidable source d'inspiration, pour satisfaire ma soif de connaissance. Cette soif de connaissance, ça a toujours été le moteur de ma vie depuis que je suis toute petite. Une curiosité, une envie de tout savoir, de tout comprendre et de tout transmettre aux autres. Je voulais vraiment apprendre pour transmettre ces connaissances à autrui. J'ai même eu l'idée, après mon master recherche en 2006, avant de venir en Vendée, de faire un master en vulgarisation scientifique. C'est un master professionnel pour vous aider justement à transformer des connaissances bien compliquées en des trucs bien faciles, ouverts à tous. Mais bon, j'ai vite rebroussé ce chemin pour regagner celui de la thèse de doctorat, car j'ai compris qu'effectivement, c'est vraiment là, dans la recherche, que je satisferai ma soif de connaissance. Et plus j'apprends, je reprends Edgar Morin de son ouvrage « Connaissance, ignorance et mystère », où il nous dit « plus on apprend, plus on se rend compte de l'immensité du savoir, et finalement, plus on devient ignorant, parce qu'on se rend compte de sa propre ignorance face à cette immensité. » Eh bien moi, c'est ça. Plus j'apprenais, plus je me sentais riche et en même temps pauvre, et j'avais toujours envie d'apprendre. Alors, qu'est-ce qui m'a amené, pas ici, mais à m'engager dans la recherche et mon sujet de recherche? Quand j'étais petite, quand j'avais 6 mois, j'ai perdu brutalement ma mère d'une méningite foudroyante, qui fait que j'ai vécu toute ma prime enfance avec mon père et mes frères, dans un monde d'hommes, dirait-on. C'est donc tout naturellement que cette question de l'homme, du masculin, s'est posée à moi, et j'ai voulu comprendre comment on pouvait déconstruire et reconstruire le masculin. Et donc oui, messieurs, j'ai fait une thèse sur vous qui s'intitule « Le mal du siècle, mutation et renaissance des masculinités ». Et à cette époque, on parlait beaucoup des métrosexuels, les hommes efféminés, etc. Et, pardon, parce qu'il n'y avait plus de retour. Donc l'homme qui change, l'homme qui prend soin de son apparence. Et donc cette question de l'apparence, de la mode, du style de l'homme, c'est sous ce questionnement-là que je me suis intéressée au masculin. Bon, petite parenthèse, ma thèse bénéficie d'un petit financement de la société Hermès, qui me demandait aussi d'avoir des informations sur la mode masculine, comment ce marché est émergent. Donc peu à peu, en fait, j'ai commencé cette thèse de doctorat, j'étais déjà en Vendée, j'avais déjà créé ma société pour être à mon compte, et il y a une société d'études à Paris qui s'appelle Eranos, un gros cabinet d'études qui me proposait des études sociologiques sur leur sujet, avec leurs clients mode, pour L'Oréal, tout ça, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, et puis les médias qui ne cessaient de me solliciter pour analyser des phénomènes de mode. Donc là, j'ai accroché la première corde à mon arc, je suis devenue sociologue de la mode. Alors à l'époque, ça n'existait pas... je ne sais même pas si ça existe vraiment. En tout cas, il y a des spécialistes aujourd'hui de la mode, et j'en suis. Donc, cette première corde, elle continue aujourd'hui je continue de l'utiliser, mais j'ai accroché une deuxième corde à mon arc quelques années plus tard, en 2012. Je n'ai jamais fait de prospection d'entreprise ou de clients. Toujours, tout est venu à moi. Bon, on va dire que mon site web est bien référencé, peut-être. En tout cas, en 2012, il y a Éric Verdier, un psychologue communautaire qui est devenu aujourd'hui un grand ami, un collaborateur fidèle, qui est venu me chercher pour travailler sur la question du jeu d'argent et de hasard, mais surtout de ces hommes, de ces joueurs qui jouent trop, les joueurs addicts. Et par cette question de l'addiction, pour aller comprendre les hommes, l'idée était d'aller comprendre en souterrain les vulnérabilités au masculin. Parce que dans les bars tabac, dans les bars de jeu, ceux qui y sont, c'est en général des hommes qui vont mal. Et donc de là a commencé une immersion de 15 mois d'abord, pour comprendre qui sont ces hommes qui jouent trop. Et en souterrain, en fait, comprendre quelles sont les situations de vulnérabilité, les situations sociales, familiales, professionnelles, psychologiques parfois, qui conduisent dans une trajectoire de jeu problématique. Depuis, ça ne s'arrête pas. Ça fait 6 ans que je travaille avec la Française des Jeux et la filière de soins. J'en suis ravie. On met en place des dispositifs expérimentaux pour repérer les joueurs, intervenir auprès d'eux, dialoguer avec eux, les référer vers la filière de soins. C'est ce qu'on appelle un protocole d'aller vers et de référence. Et ces projets sont passionnants parce qu'on aide des gens et on rencontre des gens qui ont envie d'aider, parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur d'autres types de personnes pour les aider, y compris des anciens joueurs. Les projets passionnants, l'immensité du monde, ces trous noirs, ces malheurs, ces affronts, tout ça, moi, ça me donne envie de les comprendre pour les combattre. Et la motivation qu'on peut tirer de ces joueurs, de ces vulnérables, de ces faibles, comme certains peuvent les appeler, elle est incroyable. De ces joueurs addicts ou anciens joueurs addicts,
on peut tirer une capacité à s'extraire de la souffrance, l'empowerment, la résilience, comme on a parlé, qui est tout à fait fascinante. Parlez avec ces gens, avec ces bossus, avec ces cabossés de la vie. Allez dans les bars. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des expériences fabuleuses. Et de toute cette expérience, moi, j'ai été nourrie. Montrez-vous curieux de leur parcours, vous verrez quelle richesse. Moi, j'ai l'habitude aussi d'aller parler avec les SDF et les mendiants dans la rue. Et eux aussi, ils ont une motivation incroyable, aussi étrange que ça puisse paraître. Mais imaginez-vous à leur place. Répétez toutes les 15 secondes la même demande, sachant que 9 fois sur 10, on va vous la refuser. Et pourtant, ils le font toujours avec de l'optimisme et un sourire. Et en parlant avec eux, vous leur offrez la ressource la plus inestimable, en fait, le plus beau cadeau de la vie. Vous leur offrez du temps, quelque chose qui ne vous reviendra jamais. Et quand on parle avec eux, on apprend beaucoup sur l'humanité. On relativise sur ses propres difficultés. On bouscule sa zone de confort. L'inspiration par leur motivation, je l'ai trouvée. Alors c'est quoi créer sa vie ? Pour moi, c'est tout cet ensemble. Et pour moi, créer sa vie, c'était surtout garder cette indépendance du corps et de l'esprit et savoir prendre tous ces risques. La grenouille au fond du puits ne connaît pas la haute mer. Moi, j'aime le risque. J'aime les chemins de traverse. J'aime les routes à 4 grammes. Ces routes qui sortent de la grande route, des chemins plus courts, des chemins plus sauvages, moins connus, mais parfois plus ou moins rassurants quand même. Et se risquer, c'est ça. C'est se tester, c'est expérimenter, c'est échouer, c'est recommencer, c'est être sur le fil, mais c'est se sentir vivre. Et être rebelle, c'est faire de la rébellion une ressource contre la normopathie. La normopathie, c'est quoi ? C'est cette maladie Maladie de la norme. Maladie de la norme, du temps écoulé, par exemple. Cette maladie de la norme, la normopathie, qui parfois rend les témoins passifs et empêche de oser, de défendre les plus vulnérables, d'intervenir dans une situation de discrimination, de harcèlement ou de violence. Eh bien, moi, j'ose. J'ose défendre les plus vulnérables. Et se rebeller, c'est ça. C'est oser remettre en cause les normes, c'est être plus humain. Mon indépendance, ma rébellion, c'est mon humanité. Et je ne la quitterai jamais. Alors oui, c'est difficile d'être travailleur indépendant, d'exerçant libéral, de ne pas savoir de quoi seront faits les prochains mois, parce qu'on vit à 3 mois. Et difficile de jongler entre mode, addiction, robotique industrielle, et plus récemment, je suis sur la sociologie des gilets jaunes. Vous voyez, un peu touche à tout. Mais voilà, cette liberté, cette ouverture d'esprit, cette rébellion face aux conventions et cette prise de risque, c'est pour moi la condition de réalisation de soi, la condition de la rencontre avec soi. Et cette rencontre, elle n'est jamais achevée. La découverte de soi, c'est tous les jours. Donc prenez le risque de vous rencontrer. Soyez rebelles, libérez-vous des normes et devenez créateur de votre vie. Merci.